Dans cette capsule vidéo consacrée à un système de tri, nous allons étudier en détail le tri par insertion. Bien sûr, tous les langages de haut niveau possèdent déjà leur méthode de tri liée à une relation d'ordre, mais lorsque vous maîtrisez l'algorithme de tri, vous pouvez sans doute améliorer le temps de traitement et de manière considérable. Pour quelques milliers de données à trier, on peut diviser le temps de traitement par 1000 sans problème en choisissant le bon algorithme. Premier opus sur les tris pour notre programme de première, le tri par insertion, qui sera l'occasion de réutiliser les notions de complexité. Allez, en route pour la découverte. Cette vidéo propose quelques exemples de code Python. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause quand cela vous est nécessaire, puis tapez dans votre IDE Python préféré les différents codes afin de bien les assimiler. C'est en effet en codant que l'on apprend à coder. Voyons tout d'abord les grands principes d'une des méthodes de tri, le tri par insertion. On parle de tri lorsque l'on veut classer des données de type construit avec une relation d'ordre définie. Par exemple, ranger des nombres dans l'ordre croissant. Bien sûr, vous trouverez une fonction adaptée à cet exemple dans Python et dans tous les langages de haut niveau, capable de réaliser cela directement avec des listes. Mais il est indispensable de connaître les principales familles d'algorithmes pouvant y mener. Quel est l'intérêt ? Vous aurez toujours besoin de ranger autre chose que des nombres avec une relation d'ordre inconnue dans le langage utilisé. Le principe du tri par insertion est assez simple. On prend les données une par une en commençant par la première et on les compare aux précédentes. Au départ, la première est supposée à sa place. On regarde la deuxième et on compare à la première et on échange si besoin. Les deux premières données sont donc rangées dans l'ordre. On passe ensuite à la troisième et on compare aux précédentes en partant de la plus proche, donc de la deuxième, et si nécessaire à celle d'avant, et on échange si l'ordre n'est pas bon. Donc on va faire en réalité machine arrière à chaque fois pour comparer avec les précédentes déjà classées pour insérer notre donnée au bon endroit. On regarde donc la quatrième donnée et on la fait ainsi descendre à la position qui lui correspond jusqu'à ce que les 4 premières données soient bien rangées. On poursuit ainsi jusqu'à la dernière donnée de notre liste. On parcourt donc toute la liste et pour chaque position, la sous-liste composée des valeurs précédentes est déjà triée. On insère donc la nouvelle valeur directement au bon endroit dans la liste précédente, d'où le nom de notre tri, le tri par insertion. Voyons maintenant concrètement comment fonctionne cet algorithme. Nous avons donc notre liste 14, 10, 4, 28, 21 et 25 à trier. Et nous allons donc prendre notre premier élément, le 14. Le 14 est supposé trier, nous passons au deuxième élément. Nous regardons cet élément, le 10, et nous allons donc le comparer ensuite à la valeur précédente, c'est-à-dire 14. 14 est supérieur à 10 ou 10 est inférieur à 14, comme vous voulez. Nous allons donc ici retrier ces deux valeurs et donc mettre le 10 avant le 14. Une fois que nous avons effectué ceci, nous allons pouvoir passer à la troisième valeur, c'est-à-dire au 4. Au 4, eh bien, nous allons faire comme précédemment, nous allons prendre le 4 et le comparer directement à la valeur précédente. Donc pour comparer à la valeur précédente, nous reculons dans notre liste et nous prenons le premier élément avant le 4, c'est le 14. Le 4 est inférieur au 14 ou le 14 est supérieur au 4. Nous verrons pour la condition. Nous allons donc permuter ces deux valeurs pour que le 4 se retrouve à la bonne position par rapport au 14. Nous continuons en fait de décrémenter notre sous-liste. Le 4, nous allons le comparer à sa valeur précédente, tant que nous n'avons pas atteint le bas de la liste ou tant que nous n'avons pas trouvé une valeur supérieure à la précédente, nous continuons. Nous comparons donc au 10. Le 10 est supérieur au 4 ou le 4 est inférieur au 10. Nous allons donc ici à nouveau permuter le 4 et le 10 pour pouvoir positionner le 4 avant la valeur du 10. Une fois effectué cela, nous avons atteint le bout de notre liste, donc nous avons terminé sur cette sous-liste. Nous passons donc à l'élément suivant, le 28. Le 28, nous allons donc tout de suite le comparer à sa valeur précédente. Donc avec notre boucle while, nous comparons directement le 28 à la valeur précédente. 14 et 28 sont bien rangés dans l'ordre, donc cette fois-ci nous n'avons pas besoin de descendre plus, nous avons déjà bien positionné le 28, nous allons pouvoir donc continuer et passer au 21, à l'indice numéro 4. Le 21,
eh bien nous reprenons donc toujours notre comparaison. Le 21 doit être comparé avec sa valeur précédente, c'est-à-dire le 28. Nous constatons ici à nouveau que le 28 est supérieur au 21 ou que le 21 est inférieur au 28, donc nous permutons ces deux valeurs. Puis une fois que le 21 a été permuté à l'indice 3, nous allons comparer à sa valeur précédente, c'est-à-dire ici au 14. Nous comparons donc le 14 et le 21. Cette fois-ci, ils sont dans le bon ordre. Nous avons terminé sur ces rangées-là. Nous passons à la dernière rangée, donc à la valeur 25. À la valeur 25, eh bien, même chose que précédemment. Le 25, nous allons le comparer à sa valeur précédente, c'est-à-dire le 28. En comparant ces deux valeurs, donc une structure conditionnelle très simple, nous constatons que le 25 doit être positionné avant. Nous allons donc ici encore une fois permuter ces deux valeurs. Le 25 se retrouve donc avant le 28. Il faut maintenant vérifier que le 25 en fait soit à sa bonne position. Nous allons donc comparer avec la valeur précédente. La valeur précédente est le 21. Le 21 est bien inférieur au 25. Nous avons terminé et notre algorithme a donc réellement bien trié notre liste. Voyons maintenant en détail comment écrire notre algorithme de tri par insertion. Notre algorithme peut donc se résumer avec ce que nous avons vu précédemment en ces différentes étapes. On dispose d'une liste de nombres de longueur L quelconque. Pour i allant de 0 à L, donc nous allons parcourir l'ensemble de notre liste. Nous allons prendre en fait notre indice de départ que nous allons appeler J. Et tant que J sera supérieur à 0, tant que nous n'avons pas en fait reculé suffisamment pour atteindre le début de notre liste, nous allons comparer en fait liste de J-1, la valeur précédente, et notre liste de J. Deux cas se présentent en fait, soit il faut échanger J-1 et J puisque l'un est inférieur à l'autre, et à ce moment-là, si nous avons un échange, nous allons décrémenter notre J pour passer au rang d'avant. Nous voyons ici que nous avons très clairement deux boucles, une boucle bornée, une boucle for. Pour i allant de 0 à L, nous allons parcourir l'ensemble de nos valeurs pour les prendre une par une. Et nous avons également une boucle non bornée, une boucle while. Il faudra donc trouver son invariant de boucle et prouver sa terminaison. Pour chaque valeur de i, allant en fait de la première position jusqu'à la fin de notre sous-liste. Donc nous allons en fait intégralement reculer jusqu'à ce que nous ayons trouvé la bonne position de notre élément L de i à insérer dans notre liste déjà triée. Peut-être que ça ne sera pas le cas, il n'y aura rien à trier, ou peut-être qu'il faudra aller jusqu'au bout en fait de notre sous-liste. Maintenant que nous avons vu en fait les principes de notre algorithme et la façon dont il fonctionne, nous allons pouvoir passer à la programmation de cet algorithme en Python. L'algorithme en Python est relativement simple, nous prenons une liste quelconque pour tester, mais dès la ligne en fait 42, nous voyons en fait notre boucle for apparaître. Nous allons donc devoir parcourir tous les éléments de notre liste, du point de départ jusqu'au dernier élément. Nous mémorisons à la ligne 43 en fait à quel rang nous sommes pour la partie d'insertion qui correspond à l'examen de notre sous-liste précédente. Et nous avons à la ligne 46 en fait le while qui fait deux choses en réalité. Il vérifie d'abord que nous n'avons pas atteint notre sous-liste à l'élément 0, donc le j supérieur à 0. Et il vérifie également que nous avons besoin de permuter en fait nos deux éléments. Il vérifie si l'élément en fait précédent est supérieur à notre élément examiné, c'est-à-dire que liste de J-1 est supérieure à liste de J. Nous avons à la fois ici dans notre boucle while le fait d'avoir une boucle et de vérifier par une structure conditionnelle que nous avons besoin de permuter nos éléments. Si nous avons besoin de permuter nos éléments à la ligne 48, nous les permutons, c'est-à-dire que nous permutons J-1 et J, enfin nos éléments J-1 et J. Et ensuite, nous décrémentons notre J pour passer au rang inférieur et vérifier que notre insertion a eu lieu au bon endroit ou pas. Si elle a lieu au bon endroit, à ce moment-là, lorsque nous revenons au while, eh bien, nous aurons un liste de J qui sera supérieur à liste de J-1 et notre boucle s'arrêtera. Nous avons ici en fait notre terminaison, une partie de notre terminaison. Et sinon, eh bien, nous passerons à l'élément inférieur tant que nous n'avons pas atteint notre bout de liste, c'est-à-dire tant que nous aurons un J qui sera strictement supérieur à 0. Puisque nous comparons avec l'élément J-1, il faut être strictement supérieur à 0, c'est-à-dire s'arrêter à J est égal à 1, puisque nous permuterons, en fait, lorsque nous sommes à J est égal à 1, J0 et
J1. La boucle for permet donc de parcourir toutes les valeurs et de les insérer grâce à la boucle while au bon endroit dans la liste déjà triée, dans le cas où c'est nécessaire. La valeur examinée inférieure à la précédente valeur dans la liste. Pour terminer, nous allons examiner la complexité temporelle de notre algorithme de tri par insertion. Nous n'effectuerons pas ici un calcul très théorique de notre complexité, mais nous allons voir à la main comment se dispose en fait le nombre d'étapes de notre algorithme de tri par insertion. Donc nous réécrivons notre algorithme et en parallèle nous allons essayer de déterminer simplement le nombre d'étapes que chacune des lignes de notre algorithme nécessite. Donc tout d'abord, lorsque l'on a pour i allant de 0 à l, vous voyez que nous avons une boucle ici for, nous avons fatalement n étapes qui correspond n à la taille de notre liste. Nous allons donc faire une affectation de variable, donc une seule étape à chaque boucle for, et nous avons ici à l'intérieur de notre première boucle une seconde boucle, une boucle tant que, c'est-à-dire un while, qui nous apportera au plus i-1 étape à chaque boucle for. Nous avons en fait parcouru l'ensemble de nos étapes inférieures au pire des cas, puisque dans le meilleur des cas, nous n'aurons pas besoin de rentrer dans cette boucle si la liste est déjà triée au départ. Nous avons un échange. Alors un échange, ça correspond à une étape théoriquement. En réalité, c'est 2 ou 3 étapes à réaliser suivant les langages de programmation. Avec Python, on peut échanger en ayant 2 affectations. Dans la plupart des langages, il faut 3 affectations pour l'échange. Cela ne va pas modifier en profondeur notre complexité ici. Puis nous décrémentons donc notre J. Nous avons donc une étape à chaque while. Dans la dernière colonne, nous insérons en fait l'aspect plus mathématique avec le nombre d'étapes et notre petit n. Nous voyons au fil du temps notre formule se produire. Nous avons donc n pour la boucle for qui multiplie en fait tout ce qui est dans la boucle for, y compris la boucle while qui à nouveau tient compte de n. Au total, nous avons une complexité en fait d'ordre quadratique, c'est-à-dire que nous obtenons 5n au carré moins 3n, mais c'est de manière assez grossière. Ce qui compte, c'est de garder en fait le facteur prépondérant, c'est-à-dire n au carré. Nous avons un ordre de n au carré, nous avons donc ici une complexité, dans le pire des cas, quadratique. Dans le meilleur des cas, évidemment, nous aurons quelque chose de moindre. Pour terminer, nous pouvons comparer l'évaluation de la complexité en fonction des algorithmes de tri. Notre complexité peut en effet passer d'un ordre quadratique, O n au carré, à une complexité en fait inférieure, O n log de n par exemple. Si nous comparons en fait notre tri par insertion avec d'autres tris que nous verrons plus tard, en particulier le tri fusion que nous verrons en terminale, lorsque nous avons très peu de valeurs, une centaine, l'écart en fait n'est pas perceptible. L'écart devient nettement perceptible à partir en fait de 10 000, puisque nous avons un écart en fait pour le tri par insertion supérieur à 2 secondes et le tri fusion inférieur en fait à 0,2 secondes. Et puis l'écart se creuse notablement lorsque nous passons à 20 000 ou 40 000 données. Attendre 28 secondes pour un tri de 40 000 données est relativement conséquent, alors que notre tri par fusion nous fait une demi-seconde, donc qui n'est pas forcément très perceptible pour l'utilisateur. C'est à vous. Vous venez de découvrir une méthode de tri, le tri par insertion. Il en existe bien d'autres et certaines d'entre elles sont étudiées prochainement en première ou en terminale. Il est essentiel que vous soyez au point sur la compréhension de l'imbrication des deux boucles et que vous ayez assimilé la façon de déterminer, à la main, sans rigueur mathématique, la complexité d'un tel algorithme. Vous pouvez maintenant reprendre les exemples présentés dans cette capsule, les coder, les adapter à vos projets. En particulier, je vous encourage à reprendre l'algorithme du tri par insertion, à le tester avec des listes au hasard. Par exemple, ajoutez des chronomètres avec la bibliothèque Time à votre algorithme pour mesurer le temps mis pour trier une liste en variant les exemples. Liste de 10 000 éléments déjà triés, liste présente par ordre décroissant, liste aléatoire, et comparez les temps mis par ces algorithmes dans ces trois cas. Vous pourriez avoir des surprises. Bon courage!